messieurs, bonjour et bienvenue à ce premier numéro de votre matinale Quinqueliba. Ravi de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un agréable week-end. Nous sommes lundi, 2 chroniques essentiellement seront avec vous jusqu'à 8h. Nafi pour la chronique Tendance, Kumba pour la chronique Sport, elle nous rejoindra dans un instant. Et sur le plateau, déjà notre invité, il s'agit ce matin du docteur Djibril Diallo qui est le directeur régional Afrique de l'Ouest et du centre de l'ONU-SIDA. À partir de 7h, il est interrogé par Alioune Badara Kane. Et sur le net, évidemment, on a des témoignages comme ça qui peuvent énormément aider les gens. Et merci Nafi de faire ressortir cela, docteur, pour faire la transition vers la rubrique invitée, justement. Le volet réinsertion, il est extrêmement important après une maladie telle que le cancer ou tout simplement le sida. Il est important justement de prendre en charge cette personne-là de manière spécifique pour qu'elle ne se sente pas exclue, mais au contraire, qu'elle se retrouve encore dans la société et qu'elle ait envie de continuer à vivre. Effectivement, parce qu'il s'agit, les deux éléments nous montrent qu'en fait, il faut tout faire pour éviter le cancer, mais quand on a le cancer, ce n'est pas la fin de la vie. Il faut que la vie continue, que ces personnes soient traitées comme des membres de la société. Nous avons eu un programme qui est très très important là-dessus. Et c'est la même chose avec la lutte contre le sida. La prévention est l'élément le plus important, mais lorsque les personnes ont le virus du sida, il va falloir que l'on se dise que ce n'est pas la fin du monde, que la vie doit continuer non plus. Donc la réinsertion sociale est très très importante. Allez, Nafi Saher, tu restes sur le plateau, tu cèdes ta place à Alioune Badara Kane. On va passer maintenant à la rubrique invitée. Le docteur Djibril Diallo est notre invité de ce matin. Je rappelle qu'il est le directeur régional Afrique de l'Ouest et du centre de l'ONU-SIDA. Les questions maintenant, Alioune Badara Kane. On les enchaîne maintenant. On les enchaîne vraiment. Et puis c'est surtout pour mettre l'accent sur faire un peu l'état des lieux de la lutte contre le sida dans les régions ouest et centre du continent africain qui sont sous vos prérogatives par rapport à ONU-SIDA bien sûr. Alors globalement, peut-on dire que la pandémie est sous contrôle dans ces zones-là du continent africain? 2 points à ce niveau. Il y a eu beaucoup de progrès, mais malheureusement, la région Afrique de l'Ouest et Afrique du Centre, 25 pays, 500 millions de personnes, est une région qui est souvent laissée pour compte. Et nous allons voir pendant l'interview comment est-ce qu'il faut accélérer ce processus, parce que l'année 2030 est l'année qui a été fixée par les Nations Unies pour effacer la pandémie du sida comme problème de santé publique de cette planète. Donc, quelque part, ce sont ces insuffisances-là qui motivent le lancement de ce plan de rattrapage du VIH-Sida dans les régions centre et ouest du continent africain, c'est cela? Absolument. Nous avons 6 500 000 personnes qui vivent avec le VIH et de ces personnes, 4 700 000 personnes n'ont pas accès au traitement. Et c'est un gros défi auquel nous sommes confrontés. Et à ce niveau, Michel Sidibé, qui est le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, a lancé un appel il y a un peu plus d'1 an pour que l'on accélère le processus de rattrapage de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Centre. Et pour cela, il faut penser à 3 éléments. D'abord, le plan lui-même que j'ai ici avec moi, qui a été adopté par les chefs d'État et de gouvernement à l'Union africaine, où le président Macky Sall a joué un rôle très très important. Deuxièmement, qu'il y ait près de 500 000 personnes qui soient mises sous traitement immédiat, et cela dans le cadre des programmes nationaux de lutte contre le sida. Alors vous avez parlé de 4 à 6 millions de personnes qui ne bénéficieraient pas de la gratuité, en tout cas du traitement pour le VIH-Sida. Est-ce que cela ne pose pas un problème quand on sait quand même que c'est une lutte qui a capté pas mal de financement? Est-ce que le financement est utilisé à bon escient? Il y a beaucoup d'efforts. Lorsque je prends le Sénégal comme exemple, le Sénégal est un bon élève dans la mesure où, pendant près de 30 ans, le Sénégal est parvenu avec de gros efforts à non seulement maintenir le niveau du virus stable, mais faible, et deuxièmement, que même les nouvelles infections sont en train de baisser. Et en même temps, 46% des Sénégalais qui vivent avec le virus ont accès au traitement.
Je lance un mot ici vraiment d'appréciation aux efforts des autorités, aux efforts du Sénégal en général dans ce cadre. Donc il y a quand même des îlots d'espoir ici et là qui méritent d'être encouragés. Ok. Alors entre les deux zones, hein, l'Afrique de l'Ouest et le centre du continent, là, voilà, quelle est la zone qui fait le plus de résultats positifs selon vous? Nous avons 3 catégories de pays dans cette zone Afrique de l'Ouest et Afrique du Centre. Nous avons des pays à forte infection. Ces pays sont la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, le Nigeria, le Cameroun. Ensuite, nous avons 3 pays qui sont l'illustration des pays dont les systèmes de santé ont été affaiblis par des maladies telles que la pandémie à virus Ebola. Ensuite, nous avons une 3e catégorie de pays qui sortent des zones de post-conflit, telles que la République centrafricaine. Donc, nous prenons ces 3 catégories, 10 pays qui maintenant vont faire partie de la première phase de pays qui vont avoir l'attention de la communauté internationale. Donc en dehors de la Côte d'Ivoire qui est un peu dans la zone, c'est clair, dans la zone Afrique de l'Ouest, c'est surtout l'Afrique du Centre qui va focaliser vos attentions. Il y a le Nigeria. Dans ce plan de rattrapage. Il y a le Nigeria. Et il y a le Nigeria aussi. Le Nigeria qui est un gros morceau et le Nigeria, bien sûr. Par rapport à la lutte contre le sida, où les autorités font des efforts extraordinaires pour aussi se mettre au diapason de l'horizon 2030. Parce qu'en 2030, ce que nous voulons faire, c'est d'avoir une génération sans sida. Une génération sans sida, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 3 zéros. Nous avons parlé tout à l'heure de sport. Il faut qu'il y ait 0 nouvelle infection, 0 discrimination et 0 décès liés au sida. Alors, est-ce que cette ambition-là est réaliste quand on sait qu'il y a cette menace américaine-là de baisser un peu l'aide pour certains programmes du système des Nations Unies? Et je crois que certainement vous aussi, on va vous ponctionner une partie de l'aide que vous receviez souvent du système des Nations Unies, c'est clair. Justement, le plan de rattrapage a ceci de particulier que c'est un contrat moral entre l'Afrique et la communauté internationale. Et l'Afrique, très souvent dans les reportages, on ne fait pas assez attention à la contribution de l'Afrique elle-même. Très souvent, on pense à la contribution de l'extérieur, mais l'Afrique fait beaucoup d'efforts. Si je prends le Sénégal, le président Macky Sall a dit, en tant que président en exercice du NEPAD, je voudrais que le Sénégal continue à donner le bon exemple. Donc, je vais mettre des ressources financières du Sénégal pour éviter la transmission du virus de la mère à l'enfant. Donc pour nous, communauté internationale, nous faisons non seulement ressortir ce que les gens de l'extérieur, tels que les États-Unis, amènent pour l'Afrique, mais aussi nous faisons ressortir ce que l'Afrique elle-même fait pour s'occuper de ces personnes qui sont affectées par le sida. Donc d'ici décembre 2018, il y aura un plan de rattrapage qui va continuer à accélérer ce processus qui permettra d'avoir cette génération sans sida. Et vous comptez sur la contribution des pays africains pour le financement de ce plan-là? Les pays africains se sont déjà engagés le 4 juillet dernier au sommet de l'Union africaine que chaque pays va faire beaucoup pour ce plan de rattrapage. Mais aussi, je dois souligner les efforts des peuples, des communautés. Par exemple, au Sénégal, nous avons les artistes qui sont très engagés. Nous avons Baba Mal qui engage un collectif d'artistes sénégalais. Nous avons aussi les maires, les municipalités qui ont décidé d'engager leur budget national pour cela. Et nous avons la jeunesse aussi. La jeunesse sénégalaise qui est là, qui est très très engagée. Donc c'est un effort qui fait qu'en football, il y a 11 joueurs. Chacun des joueurs doit avoir sa partition et c'est pour cela que nous sommes très optimistes que l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre répondra à ce rendez-vous, mais il faut qu'il y ait cette combinaison d'efforts entre la région et la communauté internationale. Donc, je vais juste rajouter un groupe extrêmement important qui aide également à la sensibilisation, c'est les associations de personnes vivant avec le VIH, qui parlent aussi, qui vont à la rencontre des gens et qui disent aux gens que ça existe vraiment et qui donnent de très bons conseils. Et ces personnes que nous respectons, parce que d'abord, elles ont eu le courage de sortir, de déclarer qu'elles vivent avec le virus, parce qu'après tout, dans nos sociétés, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de stigmatisation, il y a beaucoup de discrimination. Donc avoir d'abord le courage de dire que
pour une raison ou pour une autre, sans que ce soit toujours la faute de la personne, que cette personne vit avec le virus, et en même temps que cette personne aille vers les autres pour dire que d'abord ce n'est pas la fin de la vie pour moi-même, et que vous devez aussi tout faire pour éviter d'être infecté. C'est un programme que nous saluons, et aussi nous saluons ces personnes qui font tous ces efforts. Ok. Et c'est vrai que forcément, il faudrait que les Africains soient aux avant-postes, parce que quand même, c'est ici où le SIDA fait plus de ravages, plus de dégâts. Mais par rapport à notre situation économique, on ne pourra jamais suffisamment financer, en tout cas, le programme, les différents programmes de lutte contre le SIDA. Et on a vu que sur l'international, le mouvement s'essouffle. On n'a plus cet enthousiasme des années 90 où c'était vraiment des têtes d'affiche qui étaient là, qui étaient aux premières loges pour amener leurs États, les décideurs à soutenir les programmes de lutte contre le SIDA. Est-ce qu'il ne faudrait pas repenser peut-être un peu la communication autour de la pandémie du SIDA pour montrer à ces gens-là que le problème est toujours là, qu'il n'est pas encore vaincu définitivement? Vous avez parfaitement raison. Vous savez, lorsque l'on parle du plan Sénégal émergent, c'est un plan qui est très important, mais les autorités sénégalaises ont fait ressortir que la santé est à la base de ce plan. Parce qu'on ne peut pas avoir de développement humain durable sans une population qui soit en bonne santé. Donc vous avez parfaitement raison qu'il faille non seulement faire des efforts pour avancer, mais que ces efforts soient vus dans la communication de manière à ce qu'elle voit que les efforts de la population, les efforts de la communauté sont en train de faire la différence pour ces populations. Parce que nous, en tant que Nations Unies, nous voyons une grosse différence qui est en train d'être réalisée. Mais il s'agit maintenant de communiquer ces différences pour qu'il y ait ce partenariat qui sera à 4 niveaux, très rapidement. Le premier niveau, c'est vraiment la mobilisation politique. Les chefs d'État qui s'engagent, qui fassent le nécessaire. La deuxième dimension, c'est surtout éviter les goulots d'étranglement dans un certain nombre de domaines. Par exemple, les populations qui ont des ordonnances à payer, qui ont des questions de ce type, qui constitue une sorte de blocage de leur contribution. Et le troisième élément, vous l'avez déjà mentionné, c'est la mobilisation des ressources financières sur le plan domestique et sur le plan international. Et comme par hasard, nous aussi, nous mettons un accent très très important sur la communication, qui est le quatrième élément. Sur la communication, c'est extrêmement important, surtout pour peut-être amener ces gens-là qui méconnaissent leur statut à aller se faire dépister, parce que cela aussi, ça accentue un peu la problématique. Qu'est-ce qui est réservé à cette catégorie-là de personnes, malheureusement, qui ignorent leur statut sérologique? Vous savez que le problème, c'est que tout le monde est au courant de l'existence de la pandémie du SIDA. Mais malheureusement, nous, population en général, nous avons tendance à penser que le SIDA, c'est l'autre. Ce n'est pas moi. Ouais. Donc, il va falloir que l'accès à l'information mène aussi au changement du comportement. Et de ce fait, nous avons par exemple au Sénégal les chefs religieux qui jouent un rôle très très important, et aussi les autres communautés. Donc pour cela, il va falloir que l'on continue à ce que l'on est d'ici décembre 2018. 85 000 personnes vivent avec le virus et elles doivent avoir accès au traitement. Et lorsqu'elles ont accès au traitement, elles doivent tout de suite avoir une charge virale qui fait que ces personnes ne peuvent pas infecter d'autres personnes. C'est pourquoi, d'ici l'année 2020, nous avons ce que nous appelons les 3-90. Que d'ici 2020, 90% des personnes qui vivent avec le virus sachent leur statut, que 90% des personnes qui savent leur statut aient accès au traitement, et que 90% des personnes qui ont accès au traitement aient ce qu'on appelle en médecine une charge virale, qui fait que de telle sorte que ces personnes ne peuvent plus transmettre le virus à d'autres personnes. En 2020, nous avons cela, donc nous avons 10 ans pour atteindre l'objectif dépasser cette épidémie de la phase de cette ère comme problème de santé publique. Ok, il y a aussi un aspect qu'on pourrait négliger, c'est la diplomatie qui a son importance dans de tels combats. On sait que par exemple en Afrique centrale, il y a beaucoup de pays qui sont en situation vraiment d'instabilité sur le plan politique. Il y a des États qui ne contrôlent pas réellement tout leur territoire. Est-ce que là vous allez prendre langue avec peut-être certains mouvements rebelles? Je prends l'exemple de la RDC, un pays continent à la limite, pour que le programme de rattrapage soit réellement efficace. Oui, vous savez, les Nations Unies, nous avons deux dimensions. Nous avons la dimension politique
sous le Conseil de sécurité, et nous avons la dimension économique et sociale. Et c'est dans la dimension économique et sociale que nous faisons beaucoup d'efforts dans le domaine que vous faites, auquel vous faites référence, parce que dans les zones de conflit, il y a aussi la violence, parce qu'il faut dire que les femmes sont les plus sérieusement affectées par la pandémie du sida, non seulement dans les pays qui sont en paix, entre guillemets, mais aussi dans les zones de violence, parce qu'on utilise la violence contre la femme comme arme dans certaines situations. Et pour cela aussi, nous avons engagé tout un programme qui est, après tout, parce que nous, Nations Unies, nous sommes invités par les États. Et de ce fait, nous travaillons avec les États. Et l'État, c'est non seulement le gouvernement, mais c'est la société civile, les artistes, les intellectuels et les autres. Et c'est pour cela que nous avons ce mouvement sous l'égide de l'ONU-SIDA qui est en train de dire qu'il faut utiliser la lutte contre le sida comme point d'entrée vers les objectifs de développement durable. Okay. Et aussi la prise en charge des groupes dits vulnérables dans certains pays, c'est un sujet assez sensible. Comment vous allez amener peut-être vraiment ces pays-là à accepter ces catégories de la population pour qu'elles puissent bénéficier vraiment des soins de santé de qualité? Vous savez, notre rôle en tant que Nations Unies, ce n'est pas de faire... Sans heurter, bien sûr, les réalités socioculturelles. Absolument. C'est de ne pas heurter justement les réalités socioculturelles, mais de voir quels sont les domaines qui sont des domaines à risque pour l'infection. Parce que c'est ce que nous voulons faire, c'est de contenir ces domaines. Et pour cela, il y a ces populations clés qui sont affectés sans pour autant entrer dans les problèmes culturels. Il va falloir que l'on sache gérer ces questions et nous le faisons en consultation avec les autorités nationales et en tenant compte justement de ce que vous avez dit, à savoir la dimension socio-culturelle des pays dans lesquels nous sommes présents en tant que Nations Unies.